Merci beaucoup, chers collègues, et merci pour votre invitation. Merci à Dominique pour ce très beau colloque. La question préjudicielle peut-être qui se pose ici, c'est pourquoi parler du nazisme lorsqu'on réfléchit à l'écologie, lorsqu'on réfléchit à la question de l'anthropocène et de notre relation à la nature pour aller vite ou au vivant. D'abord, peut-être parce que la période nazie et le phénomène nazi sont convoqués très régulièrement dans le débat politique, médiatique, pour discréditer la pensée écologique. Alors, c'est une tradition déjà ancienne, presque vénérable, avec l'essai vraiment déplorable et mal pensé, bon, comme souvent, de Luc Ferry en 1992, qui s'appelle « Le nouvel ordre écologique ». La thèse est simple, les nazis ont été écolos, donc les écolos sont des nazis. Bon, on a compris. Alors, ça ne repose sur pas grand-chose, mais ça fait plaisir à certains, et après tout, pourquoi pas. Je pensais que ces fadaises avaient été balayées, mais non, c'est régulièrement réitéré. On a eu un livre publié au CERF il y a 2 ans par le journaliste économique assez libéral Philippe Simoneau, qui reprend cette thèse. Bon. Et puis régulièrement, on a Le Point, L'Express, Valeurs Actuelles, avec d'ailleurs une constellation très cohérente au fond, de libéralisme autoritaire, extrême centre, de droite et d'extrême droite, qui remet cette thèse sur le devant de la scène médiatique. Alors ça, c'est une première raison d'en parler en tant qu'historien, pour le coup, pour désamorcer ces idées-là. Je l'avais fait, moi, dans un article de la revue XXe siècle, il y a quelques années, intitulé « Les nazis et la nature, protection ou prédation ?» point d'interrogation. Évidemment, c'était le deuxième terme qui l'emportait très largement. La prédation, je vais y revenir, bien sûr. La deuxième raison qui nous conduit à parler du nazisme, c'est que ça, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément toujours bien partagée. Alors, il faudrait peut-être interroger les raisons du recul de cette idée. La deuxième hypothèse, c'est que le nazisme dit quelque chose de nous, et de manière assez tonitruante, à vrai dire, puisque je fais partie de ceux qui considèrent que le phénomène nazi nous permet de lire des tendances lourdes, structurantes, de notre modernité, et nous permet de les lire à l'œil nu, si vous voulez, tellement le phénomène nazi a poussé certaines tendances de notre modernité à un paroxysme d'intensité, de violence et de destruction. Intensité, donc, je vous le disais, dans la rapidité qui est portés dans la mise en œuvre de leur politique, dans la brutalité, la radicalité de leur violence. Tout ceci est évidemment lié à une conception du temps qui est une conception panique, très très angoissée et très anxiogène par ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir. C'est très curieux que cette idée ait reculé. Alors peut-être que effectivement les nazis disent beaucoup trop, et de manière beaucoup trop explicite, d'une modernité industrielle, consumériste, hantée sur les notions de productivisme, d'extractivisme, d'exploitation à tout crin et de course au profit. Peut-être que c'est trop parlant, que c'est trop signifiant, et qu'il faut donc évacuer cette hypothèse-là au profit d'une inculpation qui revient très souvent, qui est celle du point Godwin. Alors bon, cette espèce de gimmick journalistique comme ça, assez déplorable, une espèce de pontosane qui revient à disqualifier toute référence au nazisme au motif que c'est trop gros et donc il ne faut pas en parler, c'est trop criminel, etc. Bon. Et ça ne dit rien de nous, puisqu'évidemment, depuis 1945, le narratif, en bon franglais dans le texte, le narratif, c'est que ce phénomène qui est apparu d'on ne sait pas où, à vrai dire, sans doute surgit d'un particularisme idiosyncrasique, la germanité des forêts, l'arriération allemande, bon,
on se rassure comme on peut, a radicalement disparu après 1945, puisque la démocratie, le bonheur humain, la gentillesse, la bienveillance, comme on dit aujourd'hui, l'ont évidemment emporté et les nazis ont disparu. Bon, tout ça, ce sont des fables, nous le savons, c'est abondamment documenté par les historiennes et les historiens qui ont montré que, par exemple, en Allemagne de l'Ouest, il n'y avait pas eu de dénazification, ou très peu, ou très très mal. Et que les continuités de carrière assez spectaculaires, vous parliez de Libre d'obéir à l'instant, chers collègues, j'avais pu le montrer à l'exemple d'un général SS qui est devenu le maître à penser du management en Allemagne de l'Ouest, c'est quand même assez significatif. Les continuités de carrière étant homogènes, au fond, à la perdurance de certaines idées, de certaines, on va dire, de certaines tendances lourdes du nazisme qui ne faisait qu'exprimer notre modernité et qui se sont poursuivis après 1945 parce qu'il n'y avait pas de raison que ça cesse, en l'occurrence. Cette idée donc est difficile à défendre aujourd'hui, c'est très curieux parce que alors je m'amusais tout à l'heure à essayer de me souvenir de tous les auteurs qui avaient défendu cette idée-là. Du côté de la philosophie, alors on a les grands critiques de la modernité, contemporains du phénomène nazi, à droite Heidegger, à gauche l'école de Francfort, qui ont défendu cette idée-là très tôt, dès les années 30 en l'occurrence. On a évidemment cette étoile filante extraordinaire de la philosophie, de la pensée, qui est Simone Weil, qui a pensé cela aussi en temps réel dans les années 30. Simone Weil, chère au cœur de Dominique Bourg, donc c'est pour ça que je la cite, cher Dominique aussi. Dans la continuité de ces premiers analystes, il y a les heideggeriens des années 50, 60, 70, je pense à Hannah Arendt, Günther Anders, Hans Jonas, qui ont creusé cette idée-là. Il ne faut pas oublier le jeune Lévinas aussi, en 1934, avec sa philosophie de l'hitlérisme. Il ne faut pas oublier non plus des littéraires comme Aimé Césaire, Albert Camus, ou des technocritiques comme Jacques Ellul, qui parlent de la victoire d'Hitler en 1945. Et de manière plus contemporaine, je pense à Gérard Granel, qui est l'héritier aussi de tout cela. Gérard Granel, avec ce texte au titre un peu cryptique, Les années 30 sont devant nous, mais qui reprend cette idée que le nazisme exprime quelque chose qui se poursuit et qui est amené à se déployer plus encore. Gérard Granel, repris également par Michael Fussell, encore plus récemment, donc dans ce petit livre génial qui s'appelle Récidive sur l'année 1938. Voilà donc pour les prolégomènes, si vous voulez, pour justifier un petit peu de parler de ce phénomène-là, puisque cela demande explication. Alors, pour ce qui est de l'écologie plus précisément, je me souviens d'un livre de Timothy Snyder qui s'appelle Terre Noire, traduit il y a quelques années chez Gallimard, et où Timothy Snyder parle, je cite, à propos du nazisme, de panique écologique. C'est très juste et c'est très stimulant intellectuellement, et en même temps ça peut conduire à un malentendu. Ça pourrait accréditer les idées des Ferry, Simoneau et consorts, bon. Alors que pas du tout, puisque lorsque Timothy Snyder parle de panique écologique, je vais y revenir, il ne parle pas de panique écologiste du tout. Là encore, les nazis sont aussi écologistes que je suis un djihadiste soufi. Je cherchais quelque chose. Panique écologique, donc, dans la mesure où, de fait, et je reprends ce que disait Christophe Bouton sur les rapports entre espace et temps, deux catégories et deux réalités et deux phénomènes éminemment liés, et que les nazis ne cessent de lier également. Il y a de fait une panique, alors biologique, liée et qui est très ancienne et qui préexiste au nazisme, comme un peu toutes les catégories employées par les nazis, une panique qui date au fond de la fin du 19e siècle, au moment de la grande transition démographique de l'Allemagne, qui est très rapide, très brutale, et qui au fond est une... Alors on ne sait pas très bien quels en sont les facteurs, mais on constate que démographiquement, le Reich allemand récemment unifié en 1871 effectue une transition démographique
comparable à celle que la France et la Grande-Bretagne avaient effectuée sur plus d'un siècle en 40 ans. Voilà. La population allemande passe de 40 millions d'habitants à 67 millions d'habitants en 44 ans. Un taux de croissance de 67% en 44 ans, hein, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Un phénomène unique en Europe qui n'est pas sans conséquences, on va dire, anthropologiques, culturelles, politiques, dans une Allemagne wilhelminienne, bismarckienne puis wilhelminienne, qui s'interroge sur la viabilité, tout simplement, de cette population, sa perdurance, les conditions de sa survie, dans un contexte de contraintes territoriales. L'Allemagne se vit depuis la guerre de 30 ans au moins, les Allemagnes se vivent depuis la guerre de 30 ans au moins comme une citadelle assiégée, hein, une forte obsidionalité, c'est un territoire contraint, entouré d'ennemis, dépourvu de frontières naturelles, à part les Alpes au sud, qui sont régulièrement les territoires de conflits européens. Et en l'occurrence, ce qui préoccupe les élites, pour aller vite, hein, wilhelminiennes, universitaires, militaires, politiques, c'est le manque de terre. Le thème plutôt du Volk ohne Raum, du peuple sans espace, devient criant avant la Première Guerre mondiale et par ailleurs un des déterminants évidemment de l'attitude allemande dans la marche à la guerre et dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les plans se multiplient avant 1914, plans de colonisation, que ce soit une colonisation ultramarine qui est montée en puissance à partir du début du règne de Guillaume II, à partir de 1888-90, et du renvoi de Bismarck, ou d'extension et d'expansion territoriale continentale en Europe, sous des registres ou sous des régimes juridiques différents. Ça peut être du protectorat, ça peut être de l'hégémonie économique ou de l'annexion pure et simple. Les plans sont nombreux, chez les militaires comme chez les patrons, en l'occurrence dans l'industrie allemande, qui s'intéressent beaucoup, qui se préoccupent beaucoup, évidemment, de l'approvisionnement en matières premières et de la question des débouchés. Et en l'occurrence, les territoires qui sont visés sont l'Ukraine et les Balkans. Donc vraiment, il y a un axe d'expansion territoriale qui est défini par le patronat allemand, et de manière, pour le coup, très explicite pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez un comité Freie Ukraine qui se crée en 1915, qui est dirigé par Hugenberg, le magnat de la Ruhr, qui devient ensuite le magnat des médias, puis le premier ministre de l'économie de Hitler, en 1933. Comité Freie Ukraine qui, évidemment, vise à libérer l'Ukraine de la tutelle tsariste pour affecter l'Ukraine à la zone de domination économique allemande. Par ailleurs, également, les Balkans et l'expansion territoriale via le chemin de fer vers l'Asie mineure, voire plus loin. Toutes ces idées-là, évidemment, vont être reprises par les nazis, et elles sont thématisées dès la fin du XIXe siècle avec une catégorie que nous traduisons nous par espace vital, qui est une traduction à mon avis fautive, puisque quand les Allemands puis les nazis parlent de Lebensraum, ils parlent de biotope. Il faut revenir véritablement à la signification littérale de ce terme, qui est un terme technique de la zoologie, des sciences naturelles, de la biologie en général. Der Lebensraum, c'est la germanisation de biotopos, tout simplement, ou der Biotop. Der Biotop, ça existe en allemand, mais pour faire un petit peu moins cuistre, on germanise en Lebensraum. Donc il faut vraiment avoir le tintement particulier, si vous voulez, de ce terme-là à l'oreille, puisque qui dit biotope dit évidemment nature, loi de la nature, nécessité naturelle, et donc absence totale de choix ou de délibération. Le terme de Lebensraum, qui est dans un premier temps descriptif dans les sciences naturelles, devient très rapidement prescriptif dans cette translation qui est opérée par le darwinisme social des catégories des sciences naturelles vers les sciences de l'homme. Les géographes commencent à parler abondamment de Lebensraum. Ce n'est pas pour décrire les forêts de Thuringe ou les collines du Württemberg, c'est pour dire qu'il faut acquérir un espace sans lequel la race germanique va dépérir et va mourir. Cette idée-là, elle se renforce comme toutes les idées paniques
après la Première Guerre mondiale, dans la mesure où, vous le savez, l'Allemagne perd la guerre, perd toutes ses colonies, perd 15% de son territoire, alors perd de la population aussi, mais cette perte territoriale accentue la panique liée au Lebensraum et au Volk-Honorraum, au peuple sans espace. C'est couplé par ailleurs, ça pourrait être contradictoire, mais finalement ça se cumule, avec une déprise démographique massive qui intervient en Allemagne du fait de la surmortalité de la Grande Guerre, 2 millions de morts si on ajoute aux morts militaires les morts civiles de la famine en raison du blocus, 2 500 000 morts, pardon, 2 500 000 morts, 1,8 million militaires, 700 000 civils, à cause de la famine et du blocus, et la sortie de transition démographique qui intervient un peu avant la Première Guerre mondiale. Mais malgré cette déprise démographique, cette baisse de flux, si vous voulez, il y a quand même un stock démographique encore important, et cette thématique du Volk-Honorraum demeure, dont les nazis vont se saisir de la même manière que, au fond, toute l'aile droite du spectre politique allemand s'en est saisie. Toute l'aile droite, plus spécifiquement les Völkisch, les ethno-nationalistes, et au sein de la famille Völkisch, les nazis qui vont prendre l'hégémonie, la domination sur la famille ethno-nationaliste. Alors, cette panique-là, elle appelle une solution. Des grandes forces du nazisme, c'est d'une part d'avoir donné voix et d'avoir su exprimer les peurs, les angoisses d'une société allemande qui a été très chamboulée par la modernité et par la modernisation ultra rapide qui est inaugurée en 1871. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a un véritable traumatisme de masse en Allemagne dès avant 1914, lié aux conditions très particulières d'une modernisation vraiment ébouriffante et littéralement dépaysante. Les Allemands ne reconnaissent plus leur pays et ne se reconnaissent plus dans leur pays, avec un taux de mobilité de la population allemande qui est extrême, qui est comparable à peine seulement à celui des États-Unis d'Amérique. Vous avez 1907, plus de la moitié de la population allemande qui ne vit plus là où elle est née. En France, c'est 5%. Vous voyez, bon. Toutes ces mutations culturelles, anthropologiques, liées au bouleversement, aux convulsions même, économiques, démographiques, géographiques d'une Allemagne qui est en pleine mutation. À cela, vous ajoutez évidemment le traumatisme de la Grande Guerre, d'une mort de masse terrible dont on n'arrive pas à faire le deuil, parce que lorsque vous perdez une guerre, lorsque vous êtes en phase de déchristianisation accélérée, et lorsque les thèmes mêmes pour lesquels vous êtes battus, Reich, Vaterland, Kaiser, ont disparu, c'est difficile de donner sens à un traumatisme aussi massif. Donc les nazis sont là se donnent pour mission, et ils y réussissent, de répondre à toutes ces questions-là, et à toutes ces angoisses, et parmi elles, donc, cette fameuse panique écologique dont parle Timothy Snyder très justement dans Terre Noire. Pour répondre à cette panique, c'est-à-dire cette crise des ciseaux, au fond, entre une démographie qui reste importante et des terres qui sont toujours caractérisées par leur insuffisance du point de vue ethno-nationaliste et du point de vue nazi, pour répondre à cette crise des ciseaux, il va bien falloir gagner de l'espace, d'autant plus que les nazis ont des ambitions démographiques qui sont démesurées en réalité, puisque les projections démographiques du Reich tablent sur un passage de 80 millions d'Allemands en 1937-38, avec les annexions territoriales et les Volksdeutsche hors des frontières, à 200 millions d'Allemands à échéance de 100 ans, 400 millions d'Allemands à échéance de 300 ans, 1 milliard d'Allemands à échéance de 500 ans. Voilà, c'est un petit peu les catégories et les projections auxquelles on a affaire. Et donc pour cela, il va bien falloir créer les conditions de viabilité, au sens littéral, de cette démographie-là. Et ces solutions-là sont, pour employer un terme contemporain, mais qui est à peine anachronique au fond, par rapport aux nazis, sont une perspective techno-solutionniste qui est choisie, avec une volonté de projeter la population allemande dans une société de consommation fortement motorisée, automobilisée, dotée du plus possible du confort
technique moderne avec comme point de référence les États-Unis d'Amérique. Hein. Les yeux des nazis sont rivés sur les États-Unis d'Amérique en termes de modèle de société et de jouissance matérielle. Tout cela va de pair avec une exaltation de l'artificialisation généralisée. Je ne parle même pas de la biologie où on fantasme beaucoup sur la zootechnie, hein, possiblement employable pour faire grossir la masse démographique, mais tout simplement en termes d'agriculture, on artificialise de manière radicale avec un emploi de l'agrochimie qui était déjà très important en Allemagne depuis les années 1880, puisque de fait l'Allemagne de la fin du 19e siècle a été le lieu de naissance avec les États-Unis de l'agrochimie et l'agriculture mécanisée, mais alors là, on met vraiment les bouchées doubles avec des conséquences absolument désastreuses sur évidemment la qualité des terres, puisque on supprime les jachères, les rotations, on multiplie l'emploi des engrais chimiques, et par ailleurs donc on mécanise à tout va et à tous les niveaux, donc dans la production agricole, comme évidemment dans l'équipement militaire, comme également dans la motorisation, automobilisation de la population allemande, etc. Et donc on est assez loin, si vous voulez, d'une utopie bucolico-écologique, si vous voulez. Hein. On est loin des géorgiques, hein, avec les nazis. Il y a une volonté d'hyper-modernisation de l'Allemagne. Alors, on a pu résoudre les contradictions apparentes, si vous voulez, entre une forme d'archaïsme des idées nazies et une volonté d'hypermodernité en forgeant le concept de modernité réactionnaire. Hein. Jeffrey Herf, l'historien de Jeffrey Herf, l'a bien montré. Bon, cela dit, depuis les attentats de 2001, on sait très bien que la caverne se marie très bien avec le jet 737 qui est balancé dans une tour. Hein. Donc c'est pas forcément d'opposition dans la mesure où on peut tout à fait penser un retour à l'origine, ce qui était la volonté nazie, et un usage instrumental de l'hypertechnicisation moderne. Tout cela, ça va de pair avec une conception de l'espace qui est arrimée à celle du temps. La conception nazie du temps, je vous le disais, est une conception panique. J'avais pu le vérifier dans mes premiers travaux, quand j'ai fait ma thèse sur le nazisme et l'Antiquité. Je m'étais rendu compte que pour les nazis, l'histoire ou le temps, pour aller vite, c'est le lieu de la dégénérescence. Hein. C'est le lieu de l'épuisement, c'est le lieu de l'usure. Depuis des millénaires, la race germanique, qui est évidemment la seule race féconde et créatrice de culture, cette race dégénère par l'épuisement, par les mélanges, parce qu'elle n'a pas su protéger son sang, etc. Le sort terrible de la Grèce et de Rome qui disparaissent de la scène de l'histoire mondiale en témoigne. Hein. Au fond, les Grecs et les Romains ont disparu parce qu'ils n'avaient pas les lois de Nuremberg, parce qu'ils n'ont pas protégé leur sang, parce qu'ils se sont livrés à des guerres fratricides, dans les guerres du Péloponnèse, parce qu'ils n'ont pas su se défendre contre l'Orient éternel, etc. Bon. Et contre les Juifs, évidemment, qui sont l'ennemi suprême, hein, de la race germanique depuis des millénaires, hein, depuis 6000 ans, selon les cours d'histoire de la SS, 6000 ans de haine raciale, de guerre raciale, et 6000 ans de haine juive. Donc vraiment, l'histoire, c'est une vallée de larmes, ininterrompue, et c'est quelque chose que Himmler, par exemple, ne cesse de répéter à longueur de discours, hein, de manière très institutoriale devant ses troupes. Il fait toujours un panorama de l'histoire de la race germanique pour rappeler que, depuis des millénaires, les Germains sont victimes de la haine et d'une volonté d'extermination, hein, une volonté de pogrom, les nazis reprennent le terme, pogrom des Juifs contre les Allemands, contre les Germains en général. Pour remédier à tout cela, le projet nazi est un projet eschatologique, mais de manière explicite. Projet eschatologique qui consiste à sortir de cette vallée de larmes, à sortir de l'histoire, au fond, pour se projeter au-delà du passage du temps, dans une stase d'éternité, une stase de paix qui marquera une forme c'est ce qu'exprime le terme de Reich, hein,
qui est très polysémique et très riche en allemand, beaucoup plus que le terme d'empire en français. Le terme de Reich, ça veut dire évidemment au sens juridico-territorial l'empire, tel que nous le connaissons, mais ça veut dire également le regnum, ou l'aetas, c'est la période, c'est l'ère. Cette stase temporelle, ce sera la paix éternelle pour la race germanique qui sera enfin débarrassée de ses ennemis qui auront été soit réduits en esclavage pour les Slaves, soit écartés d'une manière ou d'une autre. Il y a une évolution de cette solution finale au fil du temps, en l'occurrence la population juive. Le lieu de cette stase temporelle, ce sont les vastes espaces coloniaux de l'Est de l'Europe. En gros, de l'Oder jusqu'à l'Oural, Pologne, Pays-Baltes, Biélorussie, Ukraine et une partie de la Russie, donc jusqu'à l'Oural, puisque les SS, dans leurs recherches scientifiques de la SS, ont déterminé que les essences germaniques cessant au pied de l'Oural et la nécessité naturelle dictant l'expansion territoriale, on s'arrêtera également au pied de l'Oural, qui par ailleurs est une barrière naturelle contre l'invasion asiatique. Ces idées-là, qui peuvent paraître un petit peu curieuses, voire farfelues à l'audition, sont en fait très sérieusement élaborées par tout un groupe de technocrates, de scientifiques, dirigés par le professeur Konrad Meyer-Eitling à l'université de Berlin. En l'occurrence, c'est dans le cadre du commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité, le Reichskommissariat für die Festigung deutschen Volkstums, qui a été créé en octobre 1939 et qui est présidé par Himmler, Reichsführer de la SS, qu'un groupe de travail est créé sous la direction donc, du professeur Meyer-Eitling pour élaborer les différentes versions de ce qu'on appelle le Generalplan Ost, le plan général pour l'Est, qui est un gigantesque plan de reconfiguration géoethnique de l'Est européen, qui prévoit aménagement du territoire, création d'autoroutes, création de lignes de TGV, avec des TGV gigantesques à 2 étages, dont la longueur pouvait atteindre 1,5 km, des trains Berlin-Moscou. Déplacement de population et extinction de certaines populations, en partie les Slaves et la totalité des Juifs. D'ailleurs, les différentes versions du Generalplan Ost travaillent avec l'hypothèse que les Juifs ont disparu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est plus un sujet, puisque c'est confié à une autre branche de la SS, l'Office central de sécurité du Reich, qui lui s'occupe de la dite solution finale. Ce qui est intéressant, c'est que le professeur Meyer-Eitling est un géographe, professeur de géographie à l'université de Berlin, et c'est un géographe agraire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est un spécialiste de géographie agricole. Et on voit que la langue de la SS, la langue de ses experts, est totalement innervée par ces concepts de la géographie humaine en l'occurrence, puisque le terme qui revient très souvent pour parler de cette reconfiguration géoethnique de l'Europe, c'est le terme de Flurbereinigung, le terme de remembrement en l'occurrence. On parle de remembrement en longueur de temps. Alors, on sait ce que c'est en matière agricole, et c'est ce terme-là qui s'impose à Meyer-Eitling pour désigner ce qui va se passer en Europe de l'Est, et ça veut bien dire qu'on a affaire ici à tout autre chose qu'à de l'écologie, en l'occurrence. Bon, là, il s'agit de reconfigurer un espace pour le mettre au service d'une population. Alors, en l'occurrence, les nazis font de très bien piètres écologistes, dans la mesure où, premièrement, leur conception de la nature, du vivant, de l'espace est une conception ultra particulariste, alors que les écologistes raisonnent plutôt en perspective universaliste, on va dire. Eux, ils sont ultra particularistes parce que le référent, ce n'est pas le vivant, la nature, les petits oiseaux, etc. Ils s'en foutent complètement. C'est le Volk. Das Volk, c'est-à-dire l'entité organique ethno-nationaliste, la race, le sang allemand, dont, au fond, la sécurisation, je reprends leur terme, la sécurisation et la prospérité est l'objectif ultime, c'est l'impératif catégorique. Schutz und Mehrung des deutschen Blutes. Protection et la multiplication du sang allemand. Et tout doit être mis au service de cette fin-là, qui est l'impératif nazi, dicté selon eux par la nature et par l'histoire, ce qui revient en même, puisque nature et histoire c'est la même chose à leurs yeux. Biologie et histoire, bon. Donc on voit très bien dans cette perspective-là
qu'il s'agit certainement pas de protéger les zones humides ou d'aller soigner le petit rhinolophe dans ses cavernes. Tout doit être mis au service de manière radicale, tout doit être mis au service de la race. Et c'est en cela, je pense, pour revenir à ce que je suggérais au départ, en me réclamant de vénérable patronage de tous les auteurs que j'ai cités, c'est en cela que on peut lire le phénomène nazi à la fois comme le paroxysme et le paradigme de l'anthropocène. Parce que dans cet univers mental-là que j'ai trop rapidement esquissé, les nazis recourent évidemment ou valorisent les notions de productivisme, d'extractivisme, dans un contexte mental qui est celui du darwinisme social et du racisme. Et il ne me semble pas que, quand on parle d'extractivisme, de productivisme, de darwinisme social, nous ayons totalement quitté cette planète-là, si vous voulez. Je ne pense pas que tout se soit dissipé en 1945, comme par enchantement, par la victoire de la bienveillance, du progressisme et de toutes les autres fadaises managériales dont on nous rebat les oreilles depuis 2017, et qui rendent d'ailleurs l'étude de la question nazie d'autant plus nécessaire, d'autant plus problématique, puisque tout est censé avoir changé radicalement, non seulement en 1945, mais plus encore avec la parousie de la modernité bienveillante en 2017. De fait, le rapport des nazis au vivant, à l'environnement, je reprends des catégories qui sont un petit peu bancales. Les nazis parlent quand ils parlent de nature, ils parlent d'une nature anthropisée, en l'occurrence, qui doit être mise au service de la race. Eh bien, quand on regarde quel est leur rapport à l'environnement, au vivant, à la nature, etc., c'est un rapport minier, tout simplement, un rapport purement minier, qui consiste à envisager, ça c'est Heidegger qui le dit très bien, dès les années 30, dès ses séminaires des années 30, qui consiste à envisager le monde extérieur comme un fond de ressources et d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement. Rapport extractiviste pur, qui vise évidemment n'importe quel champ, forêt, zone humide. Les nazis ont dévasté l'Allemagne comme personne. Je ne parle même pas des bombardements alliés, mais tout simplement leur propre activité endogène, si vous voulez. Ils ont excavé des montagnes, ils ont massacré des zones humides, ils ont détruit des forêts, ils ont brûlé, saccagé, tant et plus chez eux. Je ne parle même pas du reste de l'Europe qu'ils ont aussi détruit, mais la Heimat allemande, si souvent chantée par leurs propagandistes, a été dévastée. De manière purement utilitariste. Ce rapport minier vise également les individus, d'abord et avant tout les individus allemands de bonne race, puisque lorsque vous voyez quelles sont les conceptions anthropologiques et juridiques des nazis vis-à-vis de la population allemande, elles impliquent premièrement d'être nés de bonne race, ça va de soi et c'est le moindre des politesses, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite le prouver que l'on est de bonne race. Et le prouver en étant, je reprends un terme allemand puis nazi vraiment cardinal, en étant performant. Leistungsfähig. Performant ou rentable ou productif. Le terme de Leistungsfähig peut se traduire de ces différentes manières-là. Ça vient de leisten en allemand, qui est un mot du vieil hôte allemand qui veut dire faire, tout simplement. Qui dit toujours, die Leistung, c'est le fait de faire. Et die Leistungsfähigkeit, c'est la capacité à faire. C'est le rendement, c'est la productivité, c'est la performance. Et tout être qui est leistungsunfähig, pour les Allemands, pour les nazis, pardon, est lebensunwert, indigne de vivre. Et doit donc être traité comme tel par les différents programmes eugéniques du Troisième Reich. D'abord, la stérilisation obligatoire à partir du 14 juillet 1933, 400 000 victimes quand même, de 33 à 45, puis l'assassinat pur et simple dans le cadre de l'opération T4 et de ses suites à partir d'octobre 1939, 200 000 morts, 200 000 personnes assassinées. Puisque, aussi bien, vous n'avez pas de droit, il n'y a pas de droit absolu à la vie, tout est relatif, c'est-à-dire tout est référé à votre capacité productive et à vos diverses performances.
la performance démographique sexuelle, l'aptitude à faire des enfants en nombre et de bonne race, la performance sportive, qui est une propédeutique à la guerre, la performance guerrière au combat, et la performance économique productive, puisque vous êtes censé être un producteur. Pas qu'un reproducteur, mais également un producteur. Si ce n'est pas le cas, le droit à la vie n'est pas absolu. Et vous êtes considéré très rapidement comme un ballast, hein, je reprends le mot de l'époque, hein, du lest, un poids mort qui doit être écarté, surtout dans le contexte de guerre, à partir de 1939, où on n'a plus le loisir de nourrir les débiles, les tarés, les ratés. Non, ça c'est plus possible. Il y a un impératif sain impératif de bonne gestion budgétaire qui impose de se débarrasser des bouches inutiles, ce que l'on fait en masse, hein, 200 000 morts, ce n'est pas rien. Ce productivisme, donc, qui est lié à tous les ismes que je vous citais, est également hanté sur le darwinisme social foncier des nazis. Ils sont les héritiers d'une tradition européenne qui s'est cristallisée dans la seconde moitié du 19e siècle. Cette translation que j'évoquais, hein, des catégories du darwinisme, des sciences de la nature vers les sciences de l'homme, de manière descriptive mais aussi prescriptive, en reprenant toutes les catégories ineptes qu'on retrouve sur les plateaux de C8 ou dans les amphis d'écoles de commerce aujourd'hui, hein, le combat pour la vie, la sélection naturelle, la survie du meilleur, enfin ce genre de fadaises que les darwiniens ont révoqué depuis longtemps, mais ça n'empêche pas évidemment, c'est la puissance de l'idéologie, hein, c'est que le darwinisme social, c'est vraiment la théorie d'une pratique. Hein. Le darwinisme social, ça vous permet d'être capitaliste et d'être colonialiste de manière parfaitement justifiée, puisque aussi bien c'est la nature guerrière, atroce, qui régit le réel et le réel humain. Et que par ailleurs, évidemment, les dominants sont là par décret de la nature. Donc il n'y a rien à faire, c'est une nécessité naturelle. Donc tout cela, évidemment, nous parle de manière insistante, je trouve, ce qui est un plaidoyer, si vous voulez, pour redécouvrir cette époque-là, cette séquence-là très courte, hein, de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de l'humanité, sous le jour des questions qui nous travaillent nous. Bon, ça c'est classique en histoire, toute histoire est contemporaine, et nous adressons au passé des questions qui sont les nôtres, mais alors là, je trouve que pour le coup, les nazis sont très généreux avec nous, puisqu'ils nous offrent un observatoire et un laboratoire assez exceptionnel pour lire notre modernité et ses développements. Jusqu'à aujourd'hui, up and counting, comme on dit en anglais, puisque évidemment, ça continue. D'où, évidemment, cette réaction de rejet et de répudiation qui consiste à dire qu'on ne peut pas convoquer l'époque nazie parce que c'est le mal absolu, parce que c'était Belzébuth au pied fourchu et que ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Europe, etc. Pour s'éviter de penser, en fait, hein, et pour s'éviter de réfléchir trop avant sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient, eux, dévaster. Je vous remercie pour votre attention.